Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG. J'apprécie beaucoup le travail que vous faites avec les histoires que la famille raconte pour nous édifier. Aujourd'hui, je me suis décidé de vous raconter une histoire qui s'est passée chez moi en RDC, dans la ville de Matadi précisément. En fait, il y avait un monsieur qui avait bien gagné sa vie. C'était un homme riche. Il avait des entreprises, il avait des hôtels, il avait des agences de voyage, des véhicules. Il arrivait même parfois qu'il puisse confondre ces véhicules, il ne savait plus, parce que c'était tellement nombreux qu'il ne savait plus les nombres réels. Il pouvait faire le croisement avec son propre véhicule. Et il n'arrivait même plus à distinguer. Donc c'était vraiment un homme riche. Ce qui nous appréciait beaucoup chez lui, c'était un homme humble aussi. Il causait avec tout le monde. Vraiment, il était un bon exemple. Aussi, ses enfants, la plupart de ses enfants évoluaient en Europe. Ils étudiaient là-bas, certains déjà travaillaient. Lorsqu'il est décédé, il y a une tragédie qui s'est produite. Bon, vu que c'est un homme riche, la famille s'est décidée de l'honorer avec les funérailles. Ils ont vraiment décidé que les funérailles puissent être très honorables, vu que c'est un bon monsieur et aussi c'est un homme vraiment riche. Alors, un de ses enfants qui était en Europe, s'est décidé de prendre en charge la veste que leur papa dont le corps de leur papa va porter pour être enterré avec. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait seulement des agences des appels. Si vous voulez téléphoner, vous devez vous rendre à cette agence et vous appeler à partir de cette agence vers l'étranger. Donc, à partir de l'Europe, là où l'enfant était, il appelle le numéro de cette agence et l'agence localise la famille. Et à partir de cette action, ils vont chercher une personne avec qui la personne qui est en Europe va causer. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. L'enfant a informé la famille qu'il va mettre dans l'avion la veste avec laquelle on va enterrer leur père. Et lorsqu'il est allé mettre dans l'avion la veste, lorsqu'il préparait les colis pour que ça puisse venir ici en Afrique, il a mis dans la poche de la veste une somme de 20 000 dollars à l'époque. C'était 20 000 dollars. Il savait qu'ils auraient certainement besoin d'argent de plus, alors il a mis cette somme. Arrivé ici en Afrique, la famille ont reçu la veste, ne sachant pas qu'il y avait l'argent dans la poche des vestes. Ils ont directement envoyé cette veste chez le morgue, là où le corps du père était gardé. Et le morgue aussi ne savait rien concernant cet argent. Il a vêtu leur père avec la veste sans pourtant fouiller dans les poches. Et lorsque la nuit funéraire était, ils ont passé des bons moments, des bons derniers moments avec leur père. Et après, on est allé enterrer. Et cela a fait presque une semaine après.
les messieurs qui avaient envoyé la veste a appelé pour prendre des nouvelles sur comment est-ce que la cérémonie s'est passée, la nuit des funérailles, comme ça. Et la famille a répondu que bon, ça s'est bien passé et il leur a demandé s'ils avaient reçu la somme de $20,000 qui était dans la poche du veste. La famille, étonnamment, ils ont dit, oh, mais comment est-ce possible, vous avez mis l'argent, mais vous ne nous avez pas signalé. Donc, nous n'avons pas mis attention à cet argent parce qu'on ne savait pas qu'il y aurait l'argent là-bas. Certainement, les morguiers l'ont pris, ou soit ils ont enterré le père avec. Quand ils sont partis demander chez les morguiers, nous, on ne savait rien à propos d'argent. Et donc, lorsqu'on a réussi la veste, on a juste déchiré derrière et on a vêtu le père avec. Donc, certainement, cet argent est allé, il est allé avec au cimetière. Ah, la famille était vraiment déçue, tellement déçue. C'était une très grosse somme. Et surtout, il y avait aussi, c'était dans les moments de deuil, donc les besoins d'argent étaient vraiment importants. Mais les conseils des familles ont décidé seulement de laisser tomber. Vu que dans toute famille, il y a toujours des brigands, des personnes qui sont un peu plus courageux que les autres, ils se sont réunis, disant que bon, si on arrive à prendre cet argent dans les cimetières, donc la somme de $20,000 va nous appartenir. Donc, ils étaient juste au nombre de 5. Ces 5 personnes ont choisi un jour, donc une nuit, pour se rendre au cimetière afin de déenterrer les corps du monsieur pour fouiller dans des poches et avoir cette somme. Et quand ils se sont rendus dans les cimetières, ils ont coopéré avec les messieurs, les gardes qui étaient là, et les gardes leur ont autorisé. Et ils ont déenterré le corps du monsieur et ils ont commencé. La chose étrange qui nous a vraiment retenu dans cette histoire, lorsqu'ils ont déenterré les cercueils, ils ont ouvert les cercueils. À l'intérieur, ils ont vu les messieurs dans la position inverse de la position qu'il était enterré. Donc, c'est-à-dire, les dos étaient avant. Et aussi, il était enchaîné. Il avait des chaînes. Il avait des chaînes aux pieds, des chaînes dans les mains et des chaînes aussi. Donc, tout autour du corps, il avait des chaînes. C'était très étrange. Ils avaient vraiment eu peur, ils avaient des frissons. Bon, vu qu'ils étaient venus juste pour récupérer l'argent, ils ont fouillé dans la poche qui était indiquée. Ils ont pris l'argent, la somme de $20,000 et ils ont retourné leur père dans la position même où ils l'avaient trouvé. Ils savaient déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui dans le monde où il est actuellement. Donc, ils ont enterré seulement comme ça. Et quand ils ont venu dans la famille, c'était vraiment pas prévu qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont vu là-bas. Mais vu qu'ils avaient peur, ils avaient des frissons. Ils ont juste raconté que à l'état où nous avons vu notre père, nous pensons que il n'est pas là-bas là où il est. Oh, comment? Bon, ils ont raconté que nous l'avons vu avec des chaînes, entouré des chaînes et aussi la position que nous l'avons enterré n'est pas la position où nous l'avons vu. Donc, c'est cette histoire. Cette histoire a vraiment marqué notre jeunesse. Et j'en profite aussi pour donner un petit conseil à nous les jeunes. C'est bon de gagner la vie, de réussir sa vie. Mais nous devons savoir qu'après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Donc, nous devons marcher selon la volonté divine. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir la DMG. Je me présente, je suis le frère Daniel. Depuis la Côte d'Ivoire, précisément la ville de Boaké au centre nord de la Côte d'Ivoire.
Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est déroulée, disons, à Boaké ici, la ville dont je suis. Une histoire vraiment qui fait vraiment pitié. Pitié. C'est vraiment, ça fait pitié, ça fait mal. Parce que pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu, il faut dire que vraiment, j'ai un dégoût pour ce monde. J'ai un dégoût pour ce monde. Ce monde est vraiment dégoûtant. C'est l'histoire de deux frères. Ils ont deux frères, deux amis, voilà, qui vivaient dans la galère. Et ces deux personnes-là, ils trouvaient que vraiment, vivre dans la galère pour eux, c'était une malédiction. Je connais très bien ces deux jeunes-là, mais je préfère tel un nom. Et ces jeunes-là sont levés. Ils sont allés jusqu'au Burkina Faso. Burkina Faso, précisément à Banfora. Banfora chez le marabout X, dont je vais taire le nom. Quand ils sont arrivés sans aller voir le monsieur. Et le monsieur demande, qu'est-ce que vous voulez? Ces personnes-là disent qu'ils sont venus faire des rituels pour avoir de l'argent. Et le monsieur a dit carrément que oui, je peux le faire pour vous, mais je ne peux pas faire des rituels sans le sang humain. Soit vous sacrifiez votre mère, soit chacun d'entre vous sacrifie sa mère ou sacrifie son père. Avant d'engager d'abord les trucs. Donc parmi eux, il y a un qui a refusé. Il disait que non, lui ne peut pas faire ça. Lui, il est prêt à sacrifier un mouton, un bœuf pour faire des trucs, pour faire des rituels pour avoir de l'argent. Mais sacrifier son père ou sa mère, vraiment, lui ne peut pas. Donc parmi eux, le plus petit, disons, lui, il a refusé. Il s'est retiré. Et l'autre, lui, dit, s'il sacrifie son père ou il sacrifie sa mère, comment est-ce qu'il peut avoir? Le marabout dit, si tu sacrifies ta mère, tu n'auras pas assez d'argent. Mais si tu sacrifies ton père, tu auras tellement d'argent. Tu auras tellement d'argent que tu seras même respecté dans le pays. Des personnes dans le pays vont se prosterner devant toi pour te saluer. Donc le marabout lui dit, bon, c'est comme ça, je te donne 3 jours pour réfléchir. Pendant les 3 jours, j'étais chez le marabout les nourrissait, les donnait tout ce qu'il voulait. Et le premier lui dit non, que lui ne peut pas faire, lui il a refusé. Donc lui, le marabout l'a mis à l'écart. Et le deuxième, il dit d'accord, il dit il n'y a pas de souci. Lui, il est prêt à donner son papa. Et quand il a donné son père, comment c'est passé pour donner son papa maintenant? Je vais expliquer maintenant comment est-ce que le rituel s'est déroulé. Quand il est arrivé, le marabout lui a dit, bon, ok, tu vas rentrer au marché. Tu vas aller acheter ce qu'on appelle le parfum Asarabia, le parfum l'eau de colon de Mami Wata. Tu vas aller acheter ce qu'on appelle 3 bougies noires. Tu vas acheter ce qu'on appelle comme ça, la feuille Indi Gunji que tu vas acheter. Il est allé acheter toutes ces feuilles-là. Et quand il est venu, le marabout a fait des potions pour lui. Donc il a pris pour se laver d'abord pendant 1 semaine. Parce que le marabout lui a dit que quand tu vas commencer les rituels-là, s'il n'a pas fait ce bien-là ou ce jeûne-là, quand il va commencer les rituels, il ne pourra pas tenir, il risque de devenir fou. Donc ils ont acheté tous ces éléments dans le jeûne après pour se laver. Et quand le jeune a pris maintenant pour se laver, le marabout lui a dit, est-ce que je peux engager, je peux avertir les fétiches maintenant qu'on est prêt à faire des travaux? Il dit qu'il n'y a pas de souci. Donc le marabout a fait des incantations et il a engagé les autres. Quand il a engagé maintenant, il faisait ses travaux et il est rentré dans sa maison, il est sorti avec une file bien rouge. Et il a dit au jeune, tiens, tu vois le bélier qui est attaché là-bas? Il dit, on va l'attacher au cou du bélier. Le jeune est parti, il a pris la corde, il a attaché ça au cou du bélier. Et quand il a attaché la corde au cou du bélier, et le marabout lui a dit qu'on va faire encore 1 semaine. Et pendant les 1 semaine, le jeune se lavait à minuit, il se lavait à 4h du matin, il se lavait à 6h du matin. Pendant les 1 semaine. Et le jeune disait qu'à chaque fois qu'il se lavait, quand tu prends de l'eau et qu'il verse sur lui, il attendait la voix de son père qui l'appelait. Le jeune, il s'appelait, bon, je vais taire le nom X. C'est comme s'il avait, il attendait X. X, pourquoi tu veux me faire ça? X, pourquoi tu veux me faire ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui t'ai scolarisé. Je t'ai donné tout ce que tu voulais, mais pourquoi aujourd'hui toi tu veux me faire ça? Mais il s'est entêté.
Parce que les travaux sont déjà engagés. S'il refuse, c'est lui-même qui va mourir. Donc, il a fini les 1 semaine. Quand il a fini les 1 semaine, le marabout lui a dit, ok, c'est l'heure maintenant de tuer maintenant le mouton. Donc, ils sont allés, ils ont pris le couteau, fait coucher le mouton, cuisiner tout. Dès que le jeune a attrapé le cou du mouton, il était prêt à mettre le couteau. Automatiquement, en esprit, il voyait que c'est le corps de son père qui est couché. Il voit la gorge de son père entre ses mains, où il s'est apprêté à couper. Et son père qui lui dit, mais pourquoi tu vas faire ça? Son père qui pleurait. Son père, il pleurait, mais comme ça. Pour ceux qui sont à côté, et c'est quoi? C'est le mouton, j'entends. Le mouton est là, bé, 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 bé. Mais le jeune en question, lui, il voit que c'est son père qui est en train de pleurer pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que c'est moi qui t'ai fait tant, c'est moi qui ai fait tant. Pourquoi aujourd'hui tu as me fait tant? Et il était là, il a pris le couteau, il a égorgé le mouton. Et quand il a égorgé le mouton, bien aimé, il a fini d'égorger le mouton. Il était là, pendant que les autres voyaient le mouton, lui voyait son père couché. Et le marabout lui a dit que tu te tais. Toi tu vois ton père, les autres voient le mouton, mais c'est ton papa qui a tué. Ils ont fendu le mouton, ils ont enlevé le cœur du mouton, enlevé le foie du mouton, qu'ils ont braisé pour lui lucer, il a mangé cela. Donc, il a fini de travailler. 1 semaine après, il est revenu maintenant en Côte d'Ivoire. Il est revenu en Côte d'Ivoire, il voit son papa. Il regarde son papa. À chaque fois qu'il regarde son papa, il coule les larmes. Son papa lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit non, lui veut tout faire pour avoir de l'argent, pour rendre son père très heureux. Son père disait, mon fils, vraiment, que Dieu te bénisse, mon fils, vraiment, que Dieu écoute ta prière. J'aime les enfants qui pensent comme ainsi à leurs parents. Et je pense que par la grâce de Dieu, tu auras cet argent vraiment pour prendre soin de moi. Quand il est venu 1 semaine après, son père est rentré. Son père était un grand musulman. Son père a pris le bouloir qui contenait de l'eau pour aller prendre l'ablution. Au moment où son père prenait l'ablution, tout d'un coup, son père a toussé et il y a le sang qui est sorti dans sa bouche. Et le père est tombé. Il allait prendre son père, comme ça, crier, papa, papa. Vous voyez, un hypocrite. Quelqu'un qui sait que c'est lui qui a tué son père, mais qui criait, papa, papa. Le temps, il va envoyer le vieux à l'hôpital. Son papa, il est mort. 1 mois après, il a commencé à avoir de l'argent. Il a commencé à avoir de l'argent. La maison, il a fait sortir sa maman. Il a cassé la cour, il a reconstruit la maison. Et je crois bien que c'était 8 ans après. 8 ans après, ce dernier maintenant, il dit chaque nuit quand il dort, il voit son papa qui est arrêté au chevet, son papa qui dit son nom, son papa qui pleure. Son papa dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as tué? Donc, il était là, il disait, dans la maison, il disait, oh, le vieux, c'est pas moi qui t'ai tué, le vieux, c'est pas moi qui t'ai tué. Donc, arrivé au moment, c'était devenu maintenant comme une folie sur lui. Donc, quand il sortait dans la rue, même pendant qu'il était conduit sa voiture, il descend et dit, oh, le vieux, c'est pas moi qui t'ai tué. Le vieux, laisse-moi, c'est pas moi qui t'ai tué. Mais laissez-moi vous dire que la fin de ce dernier était vraiment tragique. Sa fin était vraiment tragique. Sa fin était tragique, ça faisait pitié. Sa fin était tragique. Vers la fin de sa vie, il vomissait du sang. Il vomissait du sang. Il déféquait sur lui et prenait son déchet pour se pommader. Il prenait son déchet pour se pommader. Et il dit aux gens que oui, c'est moi qui ai tué mon papa. C'est moi qui ai tué mon papa. Il a versé le sang de mon papa. Et il expliquait en long et en large comment est-ce que les rituels se sont déroulés. Comment est-ce qu'il a tué son papa. Quand il égorgeait, qu'est-ce que son papa disait. Quand il a commencé à égorger le mouton, qu'est-ce que son papa disait. Il expliquait cela en long et en large. Bien-aimé vraiment, je demande pardon à mes frères et sœurs. Je demande pardon vraiment à mes frères et sœurs. N'enviez pas, ne courez pas après l'argent facile. Ne courez pas après l'argent facile. Je vous demande pardon. Ne courez pas après l'argent facile. Il prenait les déchets, il se pommadait avec. Et il disait, c'est moi qui ai tué mon père. C'est moi qui ai tué mon père. C'est moi qui ai tué mon père. Oui, j'ai versé son sang. C'est grâce à son sang que j'ai construit cette maison. C'est grâce à son sang que j'ai fait tant. Aujourd'hui, voici, aujourd'hui je souffre. Pardonnez, aidez-moi. À la fin de sa vie, le jour venait mourir. Ce n'était même plus qu'il parlait.
Il criait maintenant. Disons, il aboyait comme un chien. Il était wow, 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 wow dans la maison. Mais personne ne pouvait l'aider. Sa mère a décidé à ce qu'on l'enferme dans la maison, qu'on le laisse gémir, qu'on le laisse crier jusqu'à ce qu'il meure. Et ils l'ont mis dans la maison. Pour nous, c'était plus un homme, c'était un chien. Il aboyait. Wow, 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 wow. Disons, pendant 2 semaines, on a remarqué que non, ces derniers, ils n'aboyaient plus, ils ne parlaient plus, il y avait du silence. Donc, disons que c'est mon propre oncle même qui est rentré dans la maison. Quand il est allé, il a regardé, il est rentré dans la chambre, on a vu le genou couché. Il était mort. Il était mort. Disons que vraiment, c'était vraiment pénible. On avait tous mal, on pleurait. Pour l'enterrement, on n'a pas voulu envoyer le corps à la morgue. On a pris le corps directement, à l'enterrer au cimetière. Sa mère a dit tellement que sa mère avait mal. Sa mère a demandé qu'on n'achète même pas de linceurs. Rien. Ils ont pris le corps tel qu'il était, aller au cimetière, appeler la gendarmerie d'abord, ils sont venus d'abord faire un constat. Pris le corps tel qu'il était, avec les vêtements qu'il avait portés, aller creuser un trou, le mettre dedans, mettre le sable sur lui. Et c'est fini, c'est là que sa vie s'est arrêtée. Bien aimé, avoir de l'argent, c'est bon. Mais avoir de l'argent dans les meilleures conditions, je pense que c'est la meilleure vie. Mais courir après de l'argent jusqu'à aller faire des sacrifices, jusqu'à aller sacrifier un être humain pour avoir de l'argent. Je pense que dans les débuts, tu auras une vie heureuse, tu vas vivre bien. Mais à la fin, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Et c'est ce que les marabouts, les féticheurs vont refuser de vous dire. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Je demande pardon à tous mes frères et sœurs de bien écouter vraiment ce message. De bien écouter ce message. Et vraiment, de ne pas faire. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui des hommes qui ont des grosses voitures cylindrées. Tu cours après lui. Mais laisse-moi te dire, cherche d'abord à connaître, à savoir dans quelles conditions il a eu son argent. Parce que le diable, il te prête un couteau avec la main droite et il t'arrache avec la main gauche. Ce qui veut dire, ce que le diable te donne, c'est pour te détruire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonsoir DMG. Je me présente ici Daniel Aïe. Je vis en Côte d'Ivoire, précisément au centre nord de la Côte d'Ivoire. Dans une ville appelée Boaké. Je vais vous relater une histoire. L'histoire d'un ami proche à moi, que j'ai perdu depuis l'année 2018. Il faut dire que vraiment ça va faire mal. Mais je préfère taire le nom de ce dernier parce qu'il n'est plus sur moi. Il faut dire que c'était un ami. Nous sommes rencontrés dans un tournoi de football. C'était un jeune vraiment qui était très intelligent et beaucoup de talent. Qui jouait très bien au foot et qui était très intelligent à l'école. Donc ce jeune-là, un soir il est venu me voir et dit Daniel, vraiment moi j'ai beaucoup réfléchi. Moi cette vie de pauvreté là, moi ça m'arrange plus. Je pense que je vais entamer ce qu'on appelle le broutage. Moi je lui ai dit Joe, au lieu de rentrer dans le broutage là, tu sais en faisant ça, ça va te pousser à poser certains actes aujourd'hui. Tu vas le regretter plus tard parce que il y a des brouteurs aujourd'hui qui vont vendre les âmes au diable pour avoir de l'argent. Il y a des brouteurs aujourd'hui qui vont vendre l'âme de leur maman, qui vont vendre l'âme de leur papa pour avoir de l'argent. Si toi tu rentres quand on te dit de donner l'âme de ton papa ou de donner l'âme de ta maman, est-ce que tu vas accepter? Ce jeune-là me dit non, ils ne vont jamais me demander cela. Tu comprends? Moi je vais couser le blanc, je vais aller voir mes féticheurs, mes marabouts à côté, faire mes sacrifices de poulet, des cabrits, de moutons, voilà, pour avoir mon argent. Je pense que je vais me limiter à là. Donc moi je lui ai dit frère, moi je ne te conseille pas cela. Je ne te conseille pas cela parce que en faisant cela, si tu as eu 400 000 aujourd'hui, tu vas vouloir avoir 800 000. Et tu as 800 000, tu vas vouloir avoir 1 million. 1 million, tu vas vouloir avoir 2 millions, 2 millions, 3 millions. Et je pense que c'est comme ça, ça va monter et ça va te pousser vraiment à faire de vilaines choses. Mais mon ami ne m'a pas écouté. Moi, il faut dire, je raconte cela pour permettre vraiment à mes frères et sœurs de prendre conscience. Mais à chaque fois quand je m'assois et que je pense à cela, quand je raconte cela à quelqu'un,
j'ai mal. Et le cœur qui brûle parce que c'est un jeune vraiment que j'ai vraiment aimé. Et un soir, j'étais là, il m'a appelé, il m'a dit Daniel, j'ai commencé le broutage. Le marabout m'a dit de donner la somme de 300 000 francs CFA. J'ai donné la somme de 300 000 francs CFA. Il a acheté le nécessaire, il a fait le sacrifice. Et j'ai causé le blanc. Le blanc m'a envoyé 1 million. Il dit, ah bon, il t'a envoyé 1 million. Il dit, mais Joe, comme il t'a envoyé les 1 million là, prends les 1 million, tu vas réaliser, tu peux monter un projet avec, tu vois, pour te lancer quoi, pour quitter dans ça. Il dit non, que lui ne peut pas faire ça. Lui, de toute façon, il a eu 1 million. Il sait que s'il continue, il va avoir 2 millions. S'il continue, il va avoir 3 millions, 4 millions, ainsi de suite. Mais pour le moment, d'abord, il n'a pas, n'a pas la pensée de quelqu'un qui veut entreprendre. D'abord, pour le moment, il veut faire la vie. Comme on le dit dans notre jargon, il veut manger la vie, il veut faire la vie de nous gars. Et je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est ton argent, je ne peux pas. Donc, il est venu à la maison, il me voit, il me dit, ah, Daniel, bon, comme tu es un ami, vraiment, tiens. Et il m'a donné une somme dont je vais taire le nom. Qui m'a donné cette somme, bon, je l'ai pris en tant qu'un bon ami. C'est quand il a dit, mais Joe, vraiment, c'est vrai que tu m'as donné cette somme, mais moi, je te conseille de quitter vraiment dans ce domaine-là. Prends le peu que tu as pour te réaliser, je pense que c'est mieux. Et il dit, non, que non, lui, ça ne l'arrange pas. Donc, un soir, j'étais couché, vers 2h du matin, il m'appelle, il me dit, Daniel, demain, je vais me rendre à Korogo. Korogo, c'est une ville qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Je dis, tu vas te rendre à Korogo pour faire quoi? Il dit, non, lui va se rendre à Korogo pour aller, comme on le dit, pour aller voir un féticheur là, qui vient de croiser tout à l'heure, sur les réseaux sociaux là, ils ont échangé. Donc, le féticheur lui a donné vraiment son la ville où se trouve, tout ça, le quartier où il est, donc il va aller voir le féticheur pour lui parler de ça. Donc, il lui sent que le féticheur est fort, le féticheur va beaucoup l'aider. Donc, arrivé là, le féticheur lui dit, mais attends, tu veux faire le broutage? Il dit, vu qu'il veut faire le broutage, il va avoir de l'argent, il veut qu'on parle de lui. Donc, le féticheur lui a dit, ok, comme tu veux qu'on parle de toi, ce qu'on va faire, il y a 2 options. Soit, tu vas sacrifier ta maman, ou soit, tu vas te sacrifier toi-même. Donc, le féticheur lui a dit, bon, quand c'est comme ça, je te donne 3 jours pour réfléchir. Pendant les 3 jours, le premier jour, il m'a appelé, il m'a dit, ah, il m'a relaté un peu ce que le féticheur lui a dit. Il a dit, Joe, je peux te parler de quelque chose. Il m'a dit, il dit, ne mets pas ton pied dans ça. Élément, ne mets pas ton pied dans ça. Il retourne rapidement sur Boaké. Il me dit, non. Si c'est pas Pierre, c'est Paul. S'il n'a pas fait l'un, il va faire l'autre. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Je te demande pardon, ne fais pas ça. Il m'a dit, non, de laisser. Donc, il a raccroché et il m'a bloqué. Ça fait que quand je l'appelais, ça ne passait pas. Donc, ce dernier, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé causer le marabout. Il a dit au marabout que bon, lui, il est prêt à se sacrifier lui-même. Il dit qu'il est prêt à se sacrifier lui-même. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont acheté, comme on le dit, ils ont acheté un poulet, une poule noire. Une poule noire. La poule, ils ont fait 3 jours. 3 jours. Ils n'ont pas donné manger à la poule. La poule était devenue faible. Et le marabout, le féticheur est rentré dans sa maison, il a fait sortir ce qu'on appelle des grains de maïs. Puisque c'est dans le nord là-bas, voilà, les travaux champêtres sont vraiment beaucoup pratiqués là-bas. Donc il est rentré dans sa chambre, il a pris quelques grains de maïs et il a dit, jeune homme, regarde, je vais jeter les grains de maïs. Le nombre de grains que le poulet va avaler, c'est le nombre de vies que tu feras sur la terre. Il a pris le maïs, il l'a jeté. Quand il l'a jeté, le poulet a avalé 16 grains de maïs. Quand le poulet a avalé les 16 grains de maïs, il a dit automatiquement que mon frère, tu feras 16 ans de vie sur terre. 16 ans de vie sur cette terre des hommes. Tu as 16 ans de vie à faire. Donc il était content, il se disait quoi, 16 ans, c'est beaucoup. Mais disons, moi je sais que pour tous ceux qui me suivent actuellement, si tout à l'heure on vient te dire que non, toi tu feras 16 ans de vie sur cette terre, je pense que si 100%, les 100 personnes vont pleurer parce que 16 ans c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Donc le marabout lui a dit qu'on fera un dernier sacrifice et tu verras comment est-ce que ta mort va venir. Donc il a demandé au jeune d'aller acheter un cabri noir. Le jeune est allé acheter un cabri noir, tout noir, sans tache. Et il a demandé au jeune de mettre la main gauche sur le dos du cabri. Le jeune a mis sa main gauche sur le dos du cabri. Et le féticheur, lui, a mis sa main gauche sur la tête du cabri. Et le féticheur a comme ça récité des incantations. Tout à coup, c'est comme si le cabri, c'est comme s'il y a un esprit qui a pris possession dans le cabri. Et le cabri a couru, aller têter le mur une fois. A couru, aller tâter le mur 2 fois.
Et lorsqu'il a tété le mur troisième fois, la tête du cabri s'est fondue en deux. Et le cabri est mort. Et c'est là le féticheur lui a dit, tu vois, la manière dont le cabri a rendu l'âme, c'est comme ça tu mourras. Et il est revenu sur Boaké. Disons, quand il est venu, on a fait pratiquement... Parce qu'il était parti dans le mois de juin. Disons, juin, il est revenu, disons, dans le mois de décembre. C'est dans le mois de décembre que nous sommes croisés. Et dans le mois de décembre, quand je l'ai vu, il était avec une voiture. Oh père, je vous dis, une voiture de luxe. Il me dit, Daniel, tu vois, voici le résultat de mon travail. Je t'ai dit de venir, on va aller. Tu dis, non, tu as refusé aujourd'hui, voici le résultat de mon travail. Et je lui ai dit, Joe, tu es mon ami intime. Moi, j'ai voulu tirer sa bouche pour voir, pour lui demander à Dieu comment tu as fait. Lui faisant croire que je vais faire aussi. Il m'a expliqué tout, il m'a dit que non, il a accepté de vendre son âme. Il a acheté une poule noire, la poule a valu 16 grains de maïs. Comme ça, ils ont acheté un cabri, ils ont fait des incantations. Voici la manière dont le cabri a rendu l'âme, et c'est comme ça qu'il va mourir. Et quand il m'a dit ça, moi j'ai eu peur. J'ai commencé à couler. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et il m'a dit, Joe, la vie, il y a deux choix. Dans la vie, il y a deux choix, c'est la pauvreté ou c'est la richesse. La mort, c'est d'après lui, il a dit que la mort est un gain. La mort, c'est le passage de tout le monde. Tout le monde va passer par la mort. Donc lui, il a accepté, il ne peut pas mourir dans la pauvreté. Donc il a accepté de faire ses 16 ans de vie sur la terre, vivre une vie luxueuse, une vie de joie, en tout cas une vie de boss. Donc il a vécu. Mais laisse-moi dire que c'est mal connaître le diable. Disons, il a fait la 5e année, il s'est rendu à Abidjan, il était parti d'après lui aller chercher des partenariats avec des amis brouteurs qu'il allait voir à Abidjan. Donc à son retour, il a vraiment fait un accident. Et l'accident qu'il a fait, la tête du gars s'est fendue en deux. La tête du gars s'est fendue en deux. C'est là qu'il est mort. Et quand il est mort, ils ont consulté son compte en banque. Ils ont constaté qu'il n'y avait rien. On prend son téléphone, on voit sa causerie avec le marabout, on lance l'appel du marabout. Le marabout appelle et le marabout commence à menacer. Que c'est ce qu'il a voulu faire et c'est ce qui est arrivé. Je tenais vraiment à dire à tous mes frères, les jeunes, que ce soit d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous écoutent actuellement, toi tu veux pratiquer le broutage, laisse-moi te dire que ce n'est pas le chemin à suivre. Tu peux te débrouiller, avoir un petit fonds à lancer ton commerce. Parce que tu rentres dans le broutage, tu vas croiser des amis qui vont te pousser à faire des vilaines choses. L'homme n'est jamais satisfait avec de l'argent. Même moi-même qui suis là aujourd'hui, si tu me donnes 500 000 aujourd'hui, si tu vas pour chez moi, je vais te demander 1 million. Donc vraiment, je demande vraiment pardon à tous mes frères qui nous suivent actuellement, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que tu sois même à la métropole, pour tous ceux qui nous suivent actuellement, je vous demande vraiment pardon. Pardon. N'enviez pas les brouteurs. Ne cherchez pas à devenir des brouteurs, mais plutôt cherchez à devenir des jeunes qui entreprennent. Pratiquez plus l'entrepreneuriat. Je pense que ça va plus vous élever. Mais rentrer dans le broutage, je pense que vraiment, ça ne va pas vous arranger. Parce que aujourd'hui, tu commences avec le sacrifice de poulet. Tu commences aujourd'hui avec le sacrifice de mouton. Mais tu vas gravir des échelons. Tu as eu 500 000 aujourd'hui avec le sacrifice de mouton. Demain, tu vas donner un bœuf, tu vas avoir 10 millions. Tu vas vouloir avoir plus. Ils vont te demander maintenant, ils vont te demander maintenant le sang d'un être humain. Pour l'amour d'argent, tu vas le faire. Pour l'amour d'argent, tu vas le faire. Tu risques de sacrifier ta maman, ton père, ou même tes petits frères, ou même sacrifier tes enfants. Vraiment, l'histoire là, vraiment, ça m'a vraiment touché. C'est mon jeune frère, j'ai vraiment mal. Mais je vous demande vraiment pardon à tous mes frères de ne pas pratiquer vraiment le broutage. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, mon prénom c'est Stressy. Aujourd'hui, je me suis décidée de venir raconter mon histoire parce que ça fait un moment que je voudrais monter, mais j'avais vraiment pas le courage. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu cette envie-là de monter, raconter. Donc, tout d'abord, j'allais te dire merci pour ce beau travail que tu fais
Franchement, j'apprécie vraiment ta plateforme. Euh, Ça m'aide beaucoup en tant que jeune de connaître un peu ce qui se passe dans le spirituel, dans le monde spirituel, puis éviter certains pièges. Donc, c'est ça. Donc, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est mon histoire, c'est ma propre histoire. Donc, c'est ça. Cette histoire s'est passée, ça fait des années, quand j'étais très jeune, quand j'étais, disons, nourrissant. Quand j'étais nourrissant. Cette histoire m'a été racontée par mon père. Donc, c'est ça. Quand j'étais nourrissant, on habitait dans une parcelle qu'on appelle communément cour commune. Donc, mon père louait avec ma mère dans une parcelle. Et la propriétaire de cette parcelle, c'était une dame. C'était une vieille dame. Donc, une maman et tout. Cette dame-là était gentille, très gentille avec les locataires et tout. Mais il y avait un phénomène qui se passait dans cette parcelle-là. Tous les enfants qui vivaient dans cette parcelle-là, dès qu'il était 23 heures, tous les enfants se mettaient à pleurer toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Donc, c'était pareil pour moi. Donc, la journée, j'étais calme comme enfant. En général, moi, j'étais une enfant assez calme. Je pleurais quand il fallait pleurer pour les choses importantes, comme manger ou quand j'avais besoin d'être changée et tout. Mais dans cette parcelle-là, dès qu'il était 23 heures, je me mettais à pleurer. Donc, pleurer. Mes parents ne dormaient pas. Je pleurais toute la nuit. Et ça s'arrêtait juste à 5 heures du matin, 6 heures. Et à un moment donné, mon père était... ça commençait à le fatiguer. Il était énervé de la situation. Il a d'abord demandé à ma mère, OK, essaie d'aller dormir d'abord avec l'enfant ailleurs. Donc, ma mère est partie 2 jours chez une de ses amies. Et ces 2 jours passés, là, elle s'est rendue compte que j'avais dormi paisiblement toute la nuit. Vraiment, j'avais dormi tranquillement. Mais quand ils reviennent à la maison, la même routine reprenait. Donc, mon père, face à cette situation, il avait décidé d'aller en parler à son oncle. Donc, il va voir son oncle. Il explique la situation de son oncle. Et son oncle dit, non, 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 c'est pas normal. Donc, mon oncle a décidé, l'oncle à mon père, a décidé de l'emmener voir une praticienne. Donc, c'est ça, ils arrivent chez la dame. Et mon père explique à la dame l'histoire. Donc, la dame, c'était une voyante et tout, je sais pas, quelque chose comme ça. Et la dame explique à mon père que non, la personne qui fait tout ça, c'est la propriétaire de la parcelle. Donc, elle explique à mon père que non, la dame a un serpent et ça fait que chaque nuit, la dame se transforme en serpent. Elle va dans les maisons des gens qui habitent là avec leurs enfants. Elle va envoûter les enfants. Donc, je sais pas, elle va, si c'est voler les chances et tout. Donc, comme les enfants sont assez sensibles, c'est pourquoi ça fait en sorte que les enfants, toute la nuit, pleurent. Et elle a expliqué, dans cette parcelle, il y avait un enfant. Cet enfant avait l'âge de marcher, mais cet enfant ne marchait pas. Donc, le serpent l'avait rendu handicapé. Donc, c'est ça. Et la dame a donné à mon père une poudre. Elle a dit à mon père, vas-y, prends cette poudre-là, mets-le devant la porte de la maison. Donc, avant d'aller vous coucher, prends cette poudre-là, mets devant l'entrée. Et demain, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, mon père a fait ce que la dame lui avait demandé. Et on a dormi. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il voit la madame avec des lunettes noires. Tous les gens étaient étonnés le matin comme ça. Tu portes des lunettes noires. Et là, d'habitude, elle venait saluer
ses locataires. Mais là, non, elle ne l'a pas fait. Et là, quand les gens sortent, ils lui demandent, mais maman, par exemple, maman Sophie, mais pourquoi tu mets des lunettes? Elle dit, oh non, c'est rien, c'est juste que j'ai mal aux yeux et tout, donc c'est rien. Mais à un moment donné, on voit ses yeux comme ça. Ses yeux avaient enflé, c'était rouge. Donc, elle n'arrivait pas à bien voir d'où elle avait mis les lunettes parce que la lumière lui faisait mal aux yeux. Les yeux avaient enflé et tout. C'est là que, quand mon père retourne chez la dame lui dit, oui, cette poutre-là, elle était venue en serpent. Et ça fait que cette poutre-là l'a brûlé les yeux. Donc, ça l'a brûlé le visage, ça l'a brûlé les yeux. Et quand mon père s'est rendu compte de ça, le même jour, quand mon père a compris que cette dame-là voulait me détruire moi parce qu'elle avait vu, quand elle voit des enfants qui ont des étoiles, elle essaie d'aller voler ces étoiles-là. Donc, quand mon père s'est rendu compte que non, cette dame-là, c'était une sorcière. Donc, la dame lui a dit que non, elle est une sorcière et le serpent, c'est son totem. Donc, ce serpent-là va voler les étoiles des enfants, gaspille les enfants. Donc, comme l'enfant qui ne marchait pas. Donc, c'est ce serpent-là qui fait en sorte que cet enfant ne marche pas. Et si on reste dans cette parcelle-là, elle risque de m'affecter aussi, de détruire ma vie. Donc, le même jour, quand mon père est rentré à la maison, il a dit à ma mère, toi, aujourd'hui, tu ne dors pas ici avec l'enfant. Prends l'enfant, vous allez aller dormir chez une amie. Et ma mère m'a pris ça, aller dormir chez une amie. La même journée, mon père est allé avec son oncle faire des démarches. Il a trouvé une autre maison. Le lendemain, on avait déménagé. Et dès qu'on a déménagé, on n'avait plus aucun contact avec cette dame-là, ni avec sa parcelle. Et depuis ce jour-là, mon père m'a dit, dès qu'on a déménagé, j'étais redevenue normale, je dormais normalement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça mon histoire. Donc, ce qu'on peut tirer de cette histoire, c'est juste faire attention dans les maisons où on part vivre. Ce n'est pas tout le monde qui a une bonne âme, qui est une bonne personne. Et des fois, des gens vont remarquer une étoile dans la vie de vos enfants, vont remarquer une certaine grâce dans la vie de nos enfants. Ils vont essayer de le voler. Puis, dire aussi aux parents d'être attentifs. Heureusement, mon père a été attentif quand il avait vu que voilà, rien n'allait. Il a décidé d'agir. Donc, les parents essayaient de faire attention. Comme vous voyez, il y a quelque chose qui clenche dans la vie de vos enfants. Essayez d'aller trouver des solutions. Si vous priez. Si vous, je sais pas, allez trouver des solutions. Si mon père n'avait pas agi à temps, peut-être aujourd'hui, ma vie n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'était ça mon histoire. Merci de m'avoir écouté et merci à toi DMG. Merci aux auditeurs et auditrices. Toujours abonnez-vous, likez, puis commentez. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Coucou, salut DMG. Moi, c'est Marie, une de tes abonnées. Je me suis abonnée à ta page il n'y a pas trop longtemps, mais j'ai écouté vraiment beaucoup d'histoires. Et puis, ça m'a fait me rappeler des choses qu'on a vécues aussi dans notre famille. Donc, si ça peut vraiment sensibiliser certaines jeunes filles de mon âge, si ça peut sensibiliser certaines personnes vraiment, si ça peut faire du bien à quelqu'un, empêcher quelqu'un de faire ces mêmes mauvais choix-là, ça sera bon. Bon, voici mon histoire, c'est pas forcément mystique. J'ai une de mes cousines à moi. Moi, mon papa, il est ivoirien, ma maman est togolaise. Et il y a le frère de ma maman, le petit frère à ma maman, il est togolais aussi en fait. Et moi, au décès de mon papa, je suis allée rester à Lomé. J'ai fait 9 ans à Lomé, là-bas au Togo. Et quand je suis arrivée à Lomé, j'étais encore toute petite. J'ai passé mon enfance avec une de mes cousines
Elle s'appelle Florence. Moi, je ne vais pas dire les noms, je vais dire les noms tels qu'ils sont, tout ça. Et ma cousine Florence et moi, elle, on a tracé nos plans. En fait, comme tu vois, quand on est petit, on dit non, quand on va grandir, à tel âge, on aura notre voiture, à tel âge, on va se marier, à telle période de la vie, on aura ci, on aura ça. On faisait tout ensemble. On n'habitait pas dans la même maison, mais on a fini par se retrouver dans la même maison, tellement on s'aimait, ma cousine et moi. Tellement il y avait l'amour, tellement on sentait l'amour, on sentait l'amour de famille, on sentait, en tout cas, nos parents prenaient bien soin de nous, on manquait de rien. En tout cas, cette période de notre vie, on manquait de rien. Mais Florence, elle habitait avec sa grand-mère. Moi, je vivais avec ma maman. Mais tu sais que les parents africains, là, il y a toujours des trucs, des trucs entre eux. Il y a toujours des histoires entre eux. Mais nous, on ne gérait pas les problèmes de nos parents. On s'entendait entre nous, on s'appréciait bien. Et un jour, comme ça, Florence a commencé à voler l'argent de sa grand-mère. Bon, pas un jour même, c'était son habitude, c'est après qu'on a découvert ça. Et à cause du fait qu'elle volait l'argent, maman ne voulait pas que je parte traîner là-bas. Mais je m'arrangeais pour me cacher, pour aller. Et malgré ça, on me frappait, mais je n'abandonnais pas. Bref, je reviens à l'histoire. Et après ça, les années sont passées. Moi, je suis retournée en Côte d'Ivoire chez moi, parce que moi, je suis ivoirienne. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire et j'étais avec le père de mon enfant. J'étais mariée. J'étais dans un début de grossesse, tout ça. Et j'étais là un soir comme ça, j'étais au feu. Je venais traverser le goudron, mon grand frère qui m'appelle. Il me dit que Florence est décédée. Il dit, comment ça Florence est décédée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans quel coup elle est décédée? Je ne sais pas en fait. Il dit non, qu'elle s'est pleine de douleurs au ventre. Et puis c'est tout ce qu'on a comme information. En réalité, Florence, ma soeur Florence, elle avait un petit ami qu'elle entretenait avec l'argent qu'elle volait. Ça veut dire non seulement elle volait l'argent quand elle était petite, et elle a continué ça jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et malgré qu'elle soit grande, elle prenait toujours l'argent de sa grand-mère, puisqu'elle n'a pas connu sa maman en fait. Et puis son papa l'a eu quand il avait 15 ans, donc c'est un peu les enfants de mémé façon. Donc elle a continué à prendre l'argent de sa grand-mère, elle a logé le jeune, elle a acheté une moto pour le jeune, elle a monté un business qu'elle a mis le jeune dans le business. Elle s'occupait pleinement du jeune. Elle s'occupait des moindres besoins du jeune. Et elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, le jeune, bon, on ne peut pas expliquer ce qui s'est réellement passé selon les dires du jeune. Le jeune dit cette fois-ci, là, lui, il n'était pas au courant de ça. Mais après, quand on envoyait son corps à la morgue, puisque son corps était brûlé, son corps était calciné, on ne sait pas ce qu'il a fait sur le corps. On ne sait pas. Quand ils ont envoyé son corps à la morgue, son corps était déjà, sa peau quittait déjà, son corps était brûlé. Mais la dernière fois que les parents l'ont vue à la maison, on dit qu'elle se plaignait de douleur. Elle disait que ce sont ses règles qui lui faisaient mal, elle avait des règles douloureuses. Elle a eu l'habitude d'avoir ce genre de douleur, donc personne ne s'est inquiété. Mais elle se plaignait tellement qu'ils étaient obligés d'appeler son petit ami, puisque tout le monde le connaissait à la maison. Donc ils ont appelé son fiancé, là il est arrivé et il a pris. Et quand il a prise, ma soeur, il allait la mettre chez lui à la maison. Et quand ils sont arrivés, de la maison de chez nous, sur la route jusqu'à chez lui à la maison, au moins les passants, les voisins ont vu. C'est maintenant l'enquête qu'on a su tout ça. Elle était déjà décédée. Et quand il l'a emmené chez lui, il l'a enfermé dans la chambre. Et lui, il est allé travailler. Il est parti au travail. Et selon les voisins, elle était à l'intérieur. Elle était à l'intérieur. Eux, pour eux, on les a vus passer, on les a salués. Pour eux, c'est sa chérie, elle est venue passer du temps. Puisque tout le monde la connaissait dans la maison. Et aux environs de 23 heures, le jeune est rentré du boulot. Et quand il est rentré du boulot, elle était déjà morte. D'après lui-même, quand il est rentré du boulot, là c'est lui sa version, c'est que elle se tordait de douleur. Lui, il a fait coucher juste sur le lit, il lui a donné des calmants et puis il est parti au travail, mais il n'avait pas bouclé la porte sur elle. Mais selon les voisins, on dit qu'elle était à l'intérieur. Depuis qu'ils sont rentrés, elle n'est plus sortie. Et vers les 23 heures, lui-même, il est sorti avec le corps. Il allait mettre le corps à la morgue. Il est venu chez nous à la maison familiale pour prendre 2 draps.
Et quand il est venu prendre les draps, notre grand-mère lui a demandé, ah, mais et ta femme, ça va? Il dit oui, qu'il y a du mieux, qu'ils ont demandé des draps à l'hôpital pour mettre sur le lit pour voir l'hospitaliser. Il a pris les 2 draps, il allait donner à la morgue. Ils l'ont emballé là-dedans, ils ont reçu le corps, on lui a piqué le formol déjà avant même d'informer la famille. Et plutôt après tout ça, plutôt qu'ils ont informé la famille. Excusez-moi, je suis un peu stressée, c'est ma première fois de raconter. C'est un truc vraiment, vraiment, vraiment touchant. Quelqu'un avec qui tu as passé toute ton enfance et puis tu apprends qu'elle meurt de cette manière-là. Et le jeune a disparu, jusque-là, on ne l'a pas encore retrouvé. Pas jusque-là, mais tout récemment, on a eu de ses nouvelles, on a essayé de le coincer. C'est là qu'il nous a donné sa version. Un truc qui date de depuis 3 ans. Donc c'est un peu ça. Juste pour parler à notre petite soeur, c'est vrai que l'homme est là, tu peux aimer un homme, mais vraiment de là à lui faire confiance au point de voler de l'argent de tes parents pour lui donner. Et regardez comment est-ce que ma soeur a fini. On l'a juste interrogé juste 24 heures, puis après la police l'a relâchée parce qu'on n'avait rien comme preuve. Et elle était déjà morte. Elle est déjà décédée. Ça ne peut pas la ramener, ça ne peut rien faire. Elle est déjà partie comme ça, avec le bébé dans son ventre. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous allez retrouver ma petite histoire. Je vous suis, ça fait de cela 2 semaines. Moi, je suis au Cameroun. Et ça m'intéresse vraiment et ça a aussi intéressé beaucoup ma mère. Parce qu'elle les écoute aussi tout le temps. Quand elle travaille à la maison, je mets, ça joue sur l'audio et ça attire aussi au quartier les gens qui viennent s'asseoir pour écouter vos histoires. Bon, j'ai ma petite histoire et c'est la maman qui me l'a racontée ce matin parce qu'elle a pensé aussi à l'un de ses oncles qui a vécu une scène. Elle m'a dit son oncle avait une maladie qui lui prenait du côté de la joue gauche. Ça gonflait la joue et ça sortait le pus. Ils sont allés à l'hôpital de district de la ville d'où je me trouve. Puisque lui, il était au village. Bon, on est allé, on a opéré. Ça n'a rien donné. Ça a continué plutôt à aggraver. Bon, là, la maman de ma mère les a emmenés dans un village pour soigner l'oncle. Arrivé dans le village, on lui a dit que non, le monsieur qui soigne normalement est encore à 5 ou 6 km du village, donc encore dans la forêt. Ils sont entrés dans cette forêt pour aller se faire pour soigner l'oncle. Arrivé donc où se trouve le guérisseur, ils l'ont fait asseoir, on a essayé de le soigner et tout. Je dirais pas que c'est d'où le problème mystique commence avec sa maladie, mais ce monsieur avait une femme et durant la période où l'oncle se soignait, et on a fini de le soigner et lui il a commencé plutôt à faire les avances à la femme du guérisseur. Quand il a fini son traitement, il est rentré en ville et en rentrant, il a laissé les consignes à la femme du guérisseur comment ils vont faire pour se retrouver en ville. La femme a quitté son mari qui était le guérisseur et retrouvé l'oncle en ville. Et ils ne sont pas restés en ville, ils sont encore allés vivre dans un autre village où l'oncle de la maman, lui, vivait. La femme est allée le retrouver, ils ont vécu ensemble, ils ont commencé à faire l'amour ensemble pendant longtemps. Le guérisseur a commencé à envoyer les nouvelles à l'oncle qu'il faut qu'il remette sa femme. Bon, la maman de ma mère, dont ma grand-mère a demandé, a dit à l'oncle de dire à cette femme de rentrer. Lui aussi, il a dit à la femme de rentrer. La femme ne voulait plus rentrer. Maintenant, le guérisseur, lui en question, a encore détaché, comment je peux dire, parce
il les a expliqué que la maladie qu'il avait, et on pensait que c'était pas médecine, mais il disait qu'on l'a lancé ça. Mais comme il ne veut pas faire rentrer sa femme, il a encore laissé que cette maladie reprenne encore surface sur sa joue. La maladie n'a pas repris à l'instant T sur la joue, mais l'oncle a commencé à maigrir jusqu'à demander encore à la femme de rentrer. Et comme la femme vivait déjà, elle préparait même la nourriture, elle vivait là-bas, elle faisait tout. Ça n'a même pas duré, elle a commencé plutôt à sortir avec le voisin de mon oncle, de l'oncle en fait. Donc je disais tantôt, elle a commencé à sortir avec le voisin de mon oncle, de l'oncle en fait. Le guérisseur demandait toujours à ce que sa femme rentre. Et mon oncle il a maigri jusqu'à il a perdu la vie. Aussitôt, après cela, la femme a décidé donc de rentrer. Quand elle rentre maintenant, elle arrive que le guérisseur lui-même en question était déjà mort. C'est là où on se rend compte que le voisin à l'oncle qui était décédé, lui aussi n'a pas mis long, il est mort. C'est là où on se rend compte que quand on part revoir dans le guérisseur, on trouve qu'il est mort et on trouve que la dame aussi, elle n'était plus là. C'est donc où ma mère à moi, comme elle fait le marché, avec ses voisines du marché, elle a commencé aussi à conter l'histoire lorsque mon oncle est mort. Elle dit, c'est là où une des voisines dit que mais cette femme était déjà morte depuis longtemps, donc ça veut dire que le guérisseur lui-même sortait avec une fantôme. Parce que même le voisin à l'oncle qui était décédé, lui-même il est resté mourir quelques temps après parce qu'il n'a plus mis long, peut-être un truc comme 2 mois, 3 mois, lui aussi il est décédé. Jusqu'à on est allé retrouver que cette femme était morte depuis, ça faisait déjà quelque chose comme 6 ans ou 7 ans. Donc c'est vrai, je suis encore jeune, je dirais que j'aimerais aussi sensibiliser aux hommes de ne pas sortir les femmes mariées parce que on ne connaît pas qui est qui. Tu ne sais pas comment cette personne a fait pour avoir sa femme et on ne sait pas quel genre de relations ils entretiennent parce que c'est après qu'on a constaté que c'était plutôt cette femme qui faisait des guérisons pour le guérisseur mystiquement. Donc c'est à travers elle qu'il donnait des guérisons aux gens. Donc il faudrait vraiment faire attention et même si tu dragues une fille et qu'elle te dit qu'elle a un petit ami, mais tu ne sais pas combien de temps ils ont commencé, tu ne sais pas, donc il faut vraiment se méfier des femmes d'autrui. Bon, c'était mon histoire et merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Là, on passe à la 7e histoire. Bonjour, bonsoir DMG, bonsoir à tous les auditeurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Ben moi, du coup, je m'appelle Dedi, je suis congolais de la République démocratique du Congo. Mais là, je vis à l'étranger maintenant, je ne suis pas en Afrique. Bref, l'histoire est longue, mais je vais essayer de la situer pour que ça ne prenne pas trop de temps, quoi. Je demande à tous les auditeurs de liker, de partager, parce que cette émission, tout au début, j'ai pensé pas vraiment que ça pouvait m'aider dans plusieurs situations, mais après avoir suivi, j'ai compris que je suis moi-même impliqué dans une ou une autre histoire et ça édifie quand même. Bref, je vais aller dans le vif du sujet d'MG. Je raconte une histoire que ma mère a vécue vers les années 70. Une histoire vraie. Ma mère est de la région centre, donc du Kasaï, de la République démocratique du Congo, mon père également. Alors à l'époque, elle vivait encore au village. Vers les années 70, elle vivait encore au village. Du coup, il y a eu un commerçant. Un commerçant qui n'avait comme activité que la vente de ses braises, de cartons qu'est-ce que j'ai dit, de sacs de braises. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Le commerçant habitait le chef-lieu, donc dans la ville de Mbujimaï, pour ceux qui connaissent
la région. Parce qu'il faut dire que c'est à peu près à 200 km du chef-lieu du village. Avec l'état de nos routes au niveau de village, vous comprendrez que vous pouvez prendre une semaine à l'époque, ou 2 semaines pour atteindre le chef-lieu. Alors du coup, le monsieur avait pour habitude d'aller au village de ma mère et dans tout le village voisin pour embaucher de villageois, donc la main-d'œuvre, pour se faire de braise. Une fois qu'il avait de braise, il mettait dans des sacs, il remplissait ses camions et il le ramenait au chef-lieu, donc en Boujmaï, pour vendre. Et c'était apparemment un très très bon commerce. Alors, il y a eu un jour où le monsieur est arrivé au village, il avait 3 camions. Il a fait les mêmes manœuvres. Il a chargé le camion. Sur les 3 camions, un camion s'est vu, est tombé en panne. Il y a eu, je crois, une panne de moteur. Et puis, du coup, il y a 2 pneus crevés. 2 pneus crevés. Alors, le gars qui sort, il dit, ben, c'est pas possible. On ne peut pas avoir 2 pneus de réserve ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la route est encore longue. On ne peut pas non plus prendre le risque de prendre le pneu de réserve des autres camions pour le mettre ici, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, pour être plus rationnel, on peut avancer avec les 2 camions, laisser celui-ci, et on verra comment ramener les pneus de réserve. On va réparer les pneus crevés. Et ramener un mécanicien pour voir ce qui se passe au niveau du moteur. Alors, comme réflexe, il est allé voir le chef du village, de ma mère. Il lui a posé le problème. Non, chef, voilà ce qui nous est arrivé. Nous allons rester. Permettez qu'on laisse le camion sous votre responsabilité. Bien évidemment, on va payer la main-d'œuvre de certains ouvriers qui pourront toujours garder le camion et les contenus, donc et le braise. Le chef était tout d'accord. Le monsieur a déboursé une somme d'argent pour la main-d'œuvre de tous ceux qui seront commis à la garde du camion. Alors, il a pris, comme il y avait à peu près 100 sacs de braise, il a couvert avec une bâche. Il est réparti au chef-lieu. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, ça ne se faisait pas directement. Donc, la réparation de pneus, il fallait trouver un réparateur, il fallait refaire le même chemin, laborieux et tout. Donc, c'était pas facile. Ça pouvait prendre 2-3 semaines à 1 mois. Le gars, il part. Finalement, il trouve une solution. Il revient avec un mécanicien et le pneu. Arrivé 3 semaines après au village de ma mère, il se rend compte que tout le camion s'est vidé. Et de braise, et de la bâche, et du moteur. Il dit, c'est pas possible. Il va voir le chef. À peine entré, il a vu le chef dans tous ses états. Il dit, mais chef, qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé mon camion ici sous votre autorisation. D'ailleurs, j'ai même donné quelque chose pour la maintenance, pour la main-d'œuvre et tout et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chef s'est mis dans tous ses états. Non, monsieur, écoute, moi, je ne suis pas là pour garder ton camion. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Hein. Tu m'as laissé, oui, j'ai pris des gens, mais si on a volé, on a volé. Moi, je n'ai rien à dire. Alors, le monsieur a voulu insister. Le chef s'est vraiment mis dans ses états. Il a chassé le gars. Alors, le gars était très infligé, inquiet. Il est allé sous un arbre. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, bon, écoute, on a volé les braises, c'est bien, mais la bâche ne m'appartient pas. Ça appartenait à un de ses amis. Un grand commerçant également. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le soir pour ceux qui ont habité le village. Ils savent que la communication orale, maintenant là, il y a quand même des radios, d'après ce que j'aurais appris. Mais à l'époque, c'était des bouches à l'oreille. Hein. Quand les gens entraient, ou chacun était dans sa cour, autour des 19-20 heures au village là, tu passes en train de lancer un message. Je crois que dans tout le village africain, c'est ce qui se passe. Alors, le gars avait profité autour de 20h, 21h, passer au village de ma mère, à travers toutes les ruelles, demander à tous celui qui aurait vu la bâche, vous pouvez prendre la braise, mais donnez-moi la bâche, venez juste jeter ça même tout autour du camion, parce qu'elle ne m'appartient pas. Et puis à l'époque, il faut dire que pour avoir une bâche, les commandes venaient de très loin, de la capitale, ça demandait beaucoup d'argent, et puis il fallait que ça prenne l'avion, que ça revienne. Donc il a vu que, il a passé le message.
Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le même message, pas de mouvement. Le gars dit, ben écoutez, c'était mon dernier jour. Je vous en supplie, venez me déposer la bâche tout autour de mon camion. Je vous en supplie, elle n'est pas mienne. Je dois la remettre. Et mon ami auprès de qui j'ai pris cette bâche n'est pas très courtois. Je ne voudrais pas qu'il me taxe par rapport à cette bâche. Je vous en prie. Au moment où il parlait, le chef s'est arrangé avec les jeunes du village pour dire que non, monsieur, écoute, tu commences à nous déranger, à le fous le camp. Tu dois partir. Alors le monsieur est parti très indigné. Il a perdu et la bâche, le camion ne savait pas le reprendre, il a perdu le braise, il est reparti. Ils ont juste arrangé ce qu'ils pouvaient arranger, il est parti. Alors il arrive au chef-lieu, il va voir une dame féticheuse. Et d'après ceux qui ont eu à visiter des féticheurs, il paraît que les féticheuses sont plus nocives que des féticheurs. Donc sans pitié. Quand il suffit de rendre de compte. Voilà. Alors le gars, il arrive, il pose le problème à la dame, à la féticheuse là. Il dit, écoute, je suis venu parce que j'étais humilié. On m'a humilié pour de biens qui m'appartenaient. Alors je vais te demander un service que je vais payer. Que celui qui a mangé ce qui vient de ses braises, que celui qui a pris ses braises entre ses mains, que celui qui a mangé consciemment tout ce qui vient de ses braises, je veux leur mort. Alors la dame la regarde. Une féticheuse routinière. Elle regarde le monsieur, il dit, bon écoute monsieur, viens un peu, donne-moi 5 minutes. Elle va, elle prend son vase là où elle fait de gris-gris et tout, elle met de l'eau, elle frappe, elle regarde, elle crie. Elle dit au monsieur, non, non, monsieur, viens un peu. Le gars s'approche, il dit, regarde ce que je viens de voir. On risque de perdre tout un village. Le monsieur dit, je m'en fous. J'ai été humilié et il faut frapper parce que je paye. La féticheuse lui dit, elle compatit. Elle lui dit, va à la maison. Prends 48 heures, réfléchis. Et viens me donner ta réponse. Le gars part, il n'a même pas fait 48 heures. Le lendemain matin, il est revenu. Il dit, frappez. Alors, chez moi, au village, il y a ce que nous appelons la foudre. Cette foudre-là, c'est une foudre mystique. Ce n'est pas une foudre normale. Hein? C'est une foudre mystique. Donc, pour tout cas de vol, ou pour des gens qui prennent les femmes des gens qui entrent pour voler, des gens qui dérobent des histoires des autres, on vend ces foudres-là. Tu peux aller chez un féticheur, tu exposes ton problème, et tu donnes un peu d'argent. Il va foudroyer. Et quand on foudroie, on récupère la langue et le sexe pour l'homme et la langue et le clitoris pour la femme. Et ces foudres-là peuvent venir même sans pluie, hein. Même en plein soleil comme ça. Ça foudroie et c'est bien ciblé. Hein. Ça foudroie la personne qui a été citée, qui est impliquée dans ces histoires-là, et dans du vol ou autre chose. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et la féticheuse la regarde, il dit, est-ce que tu sauras supporter ce qui va arriver? Il dit, mais madame, finalement, j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas m'aider. Si vous ne voulez pas m'aider, dites-moi, je vais voir quelqu'un d'autre. La dame dit, ok, c'est bon. Le gars sort l'argent, il paye. Il rentre chez lui. Alors, en pleine journée, un peu de pluie, alors la foudre frappe le village de ma mère. DMG. L'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie,
Parce que moi, un peu plus tard, quand je suis devenu médecin, je suis passé par le village de ma mère, j'ai vu des traces qui existent toujours, hein, après plus de 40 ans maintenant. Et je vous rassure que il y a eu de morts d'une manière indescriptible. Il y a eu des cases entières où il y a eu toute la famille décédée. Papa, maman, enfant. À partir même de la case du chef. Le chef lui-même. Les enfants du chef. Et imaginez-vous, pour un village de près de 200 ou 300 personnes, c'était la catastrophe. Et il y a eu à peu près une vingtaine de rescapés, dont ma mère. Et c'était grave. Le sang a coulé dans ce village. Pour tous les Kassaïens qui me suivent, ils savent situer le village. Donc on les appelle le Benakazadi. Et ils savent situer leur village. Alors, le gars, la féticheuse appelle le gars. Il fait venir le gars arrive, il dit, regarde ce qui s'est passé dans ce village-là. Elle ouvre le vase, le gars regarde. Il n'a pas supporté le coup. Il est sorti de la case de la féticheuse en courant, il rentre chez lui, il va derrière sa maison, il va se pendre. Et c'est comme ça que ce commerçant-là que j'étais les noms, qui est connu, enfin qui était connu, a trouvé la mort. Ce qui fait que chez nous, au centre de la République démocratique du Congo, précisément au Kasaï, tous les gens du village de ma mère, ce sont les Benakazadi, jusqu'à ce jour où je vous parle, sont collés à ces titres. Ce qui fait que même mon père, s'il voulait taquiner ma mère, il disait, mais vous là, vous êtes des voleurs de bâches. Vous êtes des voleurs de bâches, vous n'avez rien à dire. Vous savez ce qui s'est passé chez vous. Et c'est une histoire vraie. Voilà pourquoi j'en interpelle à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai que nous avons grandi avec une certaine éducation où quand vous voyez un bien d'autrui, de l'argent, un bijou, un téléphone ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas toucher à ça. Mais je vous rassure aussi que tout le monde n'a pas le même cœur. Donc, ayez toujours ces réflexes de ne pas toucher à ce qui ne vous appartient pas. Et nous avons grandi avec ce même réflexe, d'où ce qui ne m'appartient pas, soit je vais le présenter au commissariat, soit je le laisse à un endroit visible où la personne peut retrouver son bien. Au cas où ça serait un bien pas indiqué pour nuire. Voilà un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous. J'en ai plein dans ce sens. Mais je crois que comme je suis encore nouveau, je vais y aller mollo et je vais commencer à me fidéliser à votre programme pour partager, entendre vos histoires qui édifient beaucoup. Voilà DMG, je remercie tous les auditeurs. J'aime bien ta coiffure. Hein? Ta coiffure a été vraiment adaptée au scénario. Bon, c'était pour rigoler un peu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonsoir DMG et à toute ta communauté. Je suis un jeune Camerounais qui a vécu une histoire vraiment terrible. C'est pas que c'est moi qui ai vécu directement cette histoire. Tout en narrant mon histoire, vous comprendrez que j'ai assisté et vous saurez comment j'ai su cette histoire. En fait, il s'agit d'une fille aux longs yeux. Camerounaise elle aussi. Son papa était un homme très haut gradé de la gendarmerie nationale au Cameroun, donc je peux faire tel ou non. Un matin,
à 6 heures, ils arrivent chez nous à Yaoundé. Puisque mon papa, lui, il est tradit pacicien, il a un don spirituel très élevé qui a fait dans les trucs indiens en fait. Le spiritualisme indien au Cameroun et puis les parties c'est performé en Inde. Donc j'ai travaillé au secrétariat de mon Dieu. Un petit matin à 6 heures, la fille arrive avec son papa et sa mère. Dès qu'ils sont arrivés, il y avait déjà les gens au secrétariat qui attendaient à leur tour de rôle. Dès qu'elle est arrivée, la chair de poule a possédé presque tout le monde, cette fille. Ce où j'ai enregistré dans la fille, je m'avais fait l'annonce chez le Dieu. Pour lui faire savoir qu'il y a telle personne qui a appelé, qui avait réservé depuis hier. Donc, pour sa première consultation, en fait. Comme ça que j'annonce aux yeux. Je demande que je les fasse entrer directement parce que c'était un cas particulier et urgent, quoi. Je l'ai fait donc entrer. Son papa ressort quelques temps plus tard étant agité. Au fait, la fille raconte aux yeux en disant que elle était en Europe pour les études. Au fait, dans sa petitesse, elle était habituée à la haute vie et tout. À un niveau où elle s'est trouvée. À l'époque, la fille avait 25 ans. On l'a donc rapatriée au Cameroun. Au Cameroun, son père s'est battu, l'a envoyé dans un pays africain, ou au Gabon, pour les études toujours. Étant là-bas, on a réduit le coût de vie pour qu'elle ne continue plus à se droguer au fait. C'est comme ça qu'elle a donc fait connaissance d'une de ses amies, une étudiante. Elle est entrée en contact avec la fille. Parce que la fille était toujours avec les voitures de luxe, les sacs de luxe, la belle vie. Bon, on a vu qu'elle se trouvait en train de mener autrefois qu'aujourd'hui elle ne parvenait plus à faire. Mais elle a vu une copine à elle qui avait encore ce même goût de vie. Et comme elle en avait réduit son coût de vie, c'est où elle demande à sa copine que mais ma chérie, tu fais comment pour être toujours au top à l'université, au campus, tu changes de voiture, la belle vie, les belles fêtes. La copine lui dit, ma chérie, laisse. Si elle te dit comment je fais pour avoir mon argent, tu ne pourras pas supporter. Elle dit que quel que soit ce que tu me dis, si tu me montres la façon dont tu fais pour avoir ton argent, je vais seulement faire. Quel que soit le quoi payer, je vais seulement faire. La fille dit, ok, tu es sûr? Elle dit oui. C'est comme ça qu'un soir, après les cours, elle se prenne rendez-vous. Non, on va sortir ce soir, on va s'amuser. Et quand on va rentrer dans la boîte de nuit, je vais te dire comment je fais pour avoir mon argent. La fille dit, ok, super, étant tout excitée, elle rentre chez elle. Sa copine l'appelle pour lui dire, allons donc en boîte de nuit comme prévu. Et ils vont. Elle s'apprête, elle retrouve sa copine, elle va en boîte de nuit, elle s'amuse bien. Voilà donc ça, alors que sa copine l'embrasse, bouche sur la bouche, elle embrasse, parce que c'est pas le bisou, il dit embrasser. La copine lui dit que comme je t'ai embrassé là, tu auras déjà l'argent, t'inquiète, tu ne sais pas comment, mais tu auras l'argent. Elle pose la question, ça va, mais comment tu peux m'embrasser et tu me dis que j'aurai l'argent? La copine lui dit que dès que tu rentres chez toi, j'ai mis en toi un pouvoir. Touche frotter ton ventre, fais telle incantation. Quelque chose va sortir de ton ventre et te donner de l'argent. Elle dit, ok, comment ça? Elle ne parvenait pas à comprendre. Elle dit, ok, je vais essayer, je vais voir. Elle rentre, puisqu'elle avait quand même un peu de crainte. Elle ne parvenait pas à faire l'incantation que sa copine lui a dit. Chaque jour, une semaine passe. Un mois passe. Elle s'entend, elle
une vie en elle, quelque chose qui ne faisait que tourner dans son ventre. Il s'est posé la question que mais qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre? Elle demande à sa copine que mais qu'est-ce que tu m'as mise dans le ventre? Sa copine lui dit, je t'ai mis un serpent dans le ventre. Si tu fais l'incantation là, le serpent là, tu fais ton ventre, tu fais l'incantation, le serpent là va sortir vomi et tu auras autant d'argent. Ce que la fille n'a jamais dû faire, la maladie ne faisait qu'elle a sucé, la rongé. C'est où elle a décidé d'appeler son père. Son père qui était un bêtis. Bon, c'est un bêtis, comme j'ai dit, c'est un haut cadre de la gendarmerie nationale au Cameroun, dont je peux faire taire le nom. Elle fait pas à son père lui demande de rentrer. Son père paie son billet d'avion, retour, elle rentre. La santé de ne plus été menacée. C'est comme ça qu'elle a raconté, elle a narré au père. La chance que cette fille a eue, c'est parce qu'elle n'avait jamais eu à faire l'incantation, sinon elle ne devait même pas arriver au Cameroun. C'est donc comme ça que papa allume un feu spirituel à la maison. Tous les malades qui étaient là, il a bien précisé ce jour que ceux qui ont le cœur pour supporter ce qu'ils vont voir, ils viennent voir. Et ceux qui n'ont pas le cœur restent au secrétariat. Il y avait peut-être 15 à 20 personnes qui ont le cœur. Parce que ce matin, il y avait vraiment le monde. Chaque matin, il y avait toujours le monde. C'était le rang. Les gens faisaient toujours la queue pour rencontrer papa. C'est comme ça qu'il allume son feu spirituel. Après les incantations qu'il a fait, il a vomi un petit truc blanc, comme le verre d'été. Tout blanc. Mais au fur et à mesure que le temps passait, le verre d'été blanc prenait la forme du serpent, ça grandissait. Papa donc dit, a fait les incantations, versé les trucs sur le serpent. Il a donc immobilisé le serpent. Il a donc dit au père de la fille que mon père, même parce que mon grand-père était un homme spirituel, mon grand-père était un homme spirituel et mon père était un homme spirituel. Bon, c'est d'héritage en héritage. Il dit que chez nous, on ne connaît pas faire le mal, donc je ne pourrais tuer ce serpent. Mais si ça dépend de vous, je vais vous donner le serpent et le produit pour maîtriser. C'est à vous de voir ce que vous allez faire de ce serpent. Le père a dit qu'il ne veut rien comprendre, qu'il va seulement tuer le serpent. On peut dire que si tu tues le serpent, sa copine qui avait fait ça va décider que je vais tuer. C'est comme ça que lui, il a pris le serpent, il l'a mis dans une assiette, il l'a brûlé. Le père lui a donc dit que dans chaque carrefour que tu vas quitter de ma maison jusqu'à ton domicile, comme tu as décidé de tuer le serpent, tu as déjà fait, tu verses la cendre dans chaque carrefour pour éparpiller les cendres pour que le serpent ne revienne plus. C'est comme ça qu'il a donc fait, il a décidé de faire comme il pensait faire. Un mois après, quand tu revoyais, la fille est revenue pour suivre son traitement. Quand tu revoyais la fille avait de la bonne mine, elle était revenue très belle, DMJ. Au fait, le but de l'histoire était de raconter, le but de l'histoire dont je vous ai raconté, ça a été pour dire aux jeunes filles qui ont les longs yeux, vivez avec ce que vous avez, car ne cherchez pas à avoir au plus long que... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonsoir DMG. Moi, c'est la première fois que je viens dans l'émission pour raconter un peu une histoire. Elle n'est pas aussi longue que ça. Bon, moi, je suis une Gabonaise. Je vis au Gabon. Mais mon papa était équato-guinéen et ma maman était gabonaise. Alors, on allait souvent passer les vacances en Guinée équatoriale. L'histoire s'est passée en Guinée équatoriale dans les années 1997. On est alors parti pendant un mois de juin comme ça, comme ici au Gabon parfois, on prend les vacances au mois de juin. Donc, on est arrivé en Guinée équatoriale. C'est comme ça que ma grand-mère, la mère de mon père,
Comme nous, quand on arrivait parfois en Guinée, on est les enfants, on est beaucoup, on partait souvent jouer avec les voisins. Et ce moment-là, on était repartis en vacances. Comme d'habitude, on s'est dit qu'on pouvait toujours aller jouer avec les voisins. Quand on arrive, on dépose nos sacs, on est tous excités, on veut aller jouer avec les voisins. Notre grand-mère, qui est la mère de mon papa, dit « Non, je ne veux plus pouvoir jouer avec les voisins. » On dit « Ah, et pourtant d'habitude, quand on vient ici, on peut jouer avec les voisins. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas alors? » La grand-mère ne veut pas nous dire. Le lendemain matin, je suis partie trouver ma grand-mère seule à la cuisine. Elle était en train de faire le feu de bois pour chauffer un peu la nourriture pour nous. Parce qu'au village, on prend le déjeuner, c'est les feuilles de manioc avec parfois les cassadans. Donc, quand elle était en train de chauffer ça, je suis alors allée trouver ma grand-mère seule à la cuisine. J'ai demandé, « Ah, mamie, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas plus jouer avec les enfants des voisins? » Elle dit, « Non, je dis que vous ne partez plus jouer là-bas, un point, c'est tout. » J'ai dit, « D'accord, je n'ai pas insisté. » Maintenant, comme il y avait une grande rivière là-bas où tous les enfants du village se retrouvaient souvent pour aller jouer. C'est comme ça, on a profité, on s'est revus là-bas les enfants des voisins. Il n'y avait pas de grandes personnes, alors on a communiqué avec eux. On demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne doit plus venir jouer chez vous? C'est comme ça, le plus grand nous répond que je vais vous raconter ce qui s'est passé derrière vous, mais ne partez pas avec mon nom. On a dit alors, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est un secret, ça va rester entre nous. DMG, c'était fort. Le grand frère nous dit que normalement, c'est que derrière vous, il y a eu un grand problème. Ma grand-mère était la meilleure amie de la grand-mère du garçon en question, dont nos voisins, c'était une maman aussi, qui avait ses petits-fils. Donc, c'est comme ça que la grand-mère voisine en question, elle était dans une tontine mystique. Et la tontine en question, on faisait comment? Quand quelqu'un tue son enfant, tout le monde mange l'enfant en question. Bon, je vais aller bref. Tout le monde mange l'enfant. Maintenant, quand c'était autour de la grand-mère voisine, on lui a dit, c'est maintenant ton tour de tuer ton enfant pour que tout le monde mange ensemble, comme tu avais aussi l'habitude de manger les enfants des autres. Elle a d'abord accepté au départ sans problème, sachant très bien que la grand-mère voisine avait une fille unique qui était allée travailler en Espagne. Donc, la fille unique en question avait fait les enfants. Et là, la grand-mère voisine gardait les enfants de sa fille unique qui travaillait en Espagne. Donc, la fille unique est venue en vacances alors pour voir la maman et les enfants. Quand elle arrive, elle tombe malade. 3 jours après, elle meurt. C'est comme ça la maman, qui est notre voisine en question, dit que je ne peux pas accepter que ma fille meure comme ça. C'est là où les autres qui sont dans la tontine avec elle ont dit, comment ça? Nous aussi, on doit manger pour toi. Tu as mangé pour nous, non? Nous aussi, on doit alors manger pour toi. Elle a dit non. Je n'ai pas mangé vos enfants. J'ai gardé les parties que vous m'avez données quelque part. Ils ont dit quoi? Donc tu n'as pas mangé? Elle dit non. La personne qui m'avait donné le pied de son enfant, c'est encore là avec moi. La personne qui m'avait donné le cœur, c'est encore là avec moi. Vous pouvez venir récupérer les membres parce que je n'ai pas mangé. Donc, venez récupérer les membres et puis vous me rendez ma fille. Et l'affaire là avait chauffé haut. C'est comme ça alors qu'ils ont appelé le chef de quartier en plein jour. Le chef de quartier a dit, ok, ça c'est un problème qu'on va arranger dans mon hangar. Parce que chez nous, il y a les chefs de quartier, ils ont les hangars. On a appelé tous les vieux sorciers des villages et tout. Maintenant, celle qui était la mère tontine en question, c'était comment la femme... TMG, c'est compliqué. La femme en question est sortie avec le prêtre du village. Donc, c'est comme ça, la femme en question, on l'a appelée. Donc, c'est toi la mère tontine? Oui, c'est moi. Effectivement, nous tous, quand on tue, on mange ensemble, on se partage les parties et puis on mange. Mais celle-ci, on n'a jamais mangé, c'est son toit, alors on veut manger pour elle. Maintenant, elle a dit, attendez, je vous apporte les parties des corps de vos enfants. DMG, c'est comme ça, elle est partie dans sa maison. Elle avait alors mis ça sur le fumoir, c'était déjà bien sec. Elle a renversé le sac. Elle a commencé à dire, toi, voilà le cœur de ton enfant que tu m'avais donné. Toi, voilà le bras de ton enfant. Toi, voilà le pied. Moi, je ne peux pas accepter que vous mangez mon enfant parce que moi, je n'ai mangé aucune partie de vos enfants. Voilà comment le chef de quartier dit, alors il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on appelle la femme du prêtre. Que, on va appeler quelques sorciers. Elle a dit, non, j'ai besoin d'aide. L'enfant n'est pas encore très loin. BMG, c'était compliqué. L'enfant n'est pas encore très loin. J'ai besoin d'aide. Je vais faire les incantations, mais il faut que tous les enfants de 0 à 19 ans quittent ici, là. Je vais faire ça entre nous.
Ils sont alors allés dans le hangar, là, ils sont d'abord allés à la forêt. Ils ont pris quelque chose là-bas. Après, ils ont fait les incantations de 10 heures. Ils ont fait la danse. Je ne sais pas comment expliquer même. Ils ont dansé, 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 dansé. Jusqu'à 18 heures, 19 heures, l'enfant se réveille. L'enfant ressuscite. L'enfant est ressuscité. Oh. Quand l'enfant ressuscite comme ça, l'enfant demande que, oh, je suis où? Moi, j'étais en brousse, en train d'aller quelque part. Après, l'enfant a pointé le doigt à la femme qui sortait avec le prêtre. Mais c'est la femme-ci qui m'a envoyé en brousse. Mais qu'est-ce que je fais alors ici? Tu m'as envoyé en brousse, non? Après, c'est là où la maman de l'enfant qui appartenait à l'enfant en question a dit, je prends ma fille à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de vos tontines mystiques. Donc, quand ma grand-mère, qui était la meilleure amie de la grand-mère en question, qui était dans la tontine mystique là, avait appris cette histoire-là, c'est comme ça qu'elle a dit, à partir d'aujourd'hui, comme tu es dans une tontine mystique, et moi j'ai mes petits-fils qui viennent ici, non, je préfère qu'on se sépare, qu'on ne soit plus amis. Donc c'est comme ça que le grand nous avait expliqué à la rivière que c'est la raison pour laquelle vous ne venez plus jouer avec nous, c'est à cause de ça. Donc DMG, voilà un peu l'histoire que je voulais vous raconter. Au revoir. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 10e histoire. Bonjour DMG, j'aime bien votre émission, je vous suis, ça fait déjà un moment que je vous suis, j'aime bien. Donc, pour les gens qui suivent et qui veulent vraiment s'enrichir, la sagesse, ça veut dire que moi, en fait, déjà, je me présente, je m'appelle Nadège, je suis en France, d'origine camerounaise. Papa ouest et maman sud. Voilà. Donc, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ce que j'ai vécu pas longtemps. Je reviens du Cameroun depuis le 14 janvier. J'ai été là-bas depuis le 25 décembre. Alors, j'ai ma jeune tante, parce qu'on est dans la même génération. C'est pour ça que je dis ma jeune tante. Donc, il fait en sorte que elle devait se marier la dot le 30 et le 31, c'était le mariage. Mariage coutumier et mairie, quoi. Alors, entre-temps, 2 semaines avant le mariage est annulé. Devinez, j'avais déjà acheté mon billet d'avion, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, j'y vais, quand même. Comment dire? Entre-temps, ma tante qui commence à se plaindre des douleurs du ventre. J'ai fait comprendre là-bas, je leur dis, bah, faites-lui, parce que c'est le stress du mariage. Comme elle est au village, il faut le faire monter en ville, lui faire un peu détendre, quoi, pour qu'elle se relâche et tout. Mais c'était pas, comme elle expliquait, c'était pas une douleur du ventre que tu as envie d'aller aux toilettes ou voilà, quoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui marchait dans son ventre. Entre parenthèses, parce que son père était remarié parce que sa mère, elle est morte depuis très très longtemps. Elle les avait laissées toutes petites. Donc sa mère, elle est morte depuis longtemps et son papa s'est remarié avec une femme qui avait déjà fait ses enfants. Lui aussi, il avait déjà fait ses enfants. Et cette femme, c'est cette femme alors, on a découvert bien après parce que je vais vous raconter la suite. Alors, entre-temps, ma jeune tante dit qu'elle a des douleurs au ventre. En fait, il y a quelque chose qui marche dans son ventre. Et entre-temps, son mari, il est allé consulter les charlatans, les marabouts, quoi. Les marabouts, il fait comprendre que, écoutez, je vois que vous devez vous marier pas longtemps, tout ça. Et en fait, votre femme doit mourir le jour de votre mariage. Je dis, comment ça et tout? Oui. Et ça ne vient pas de loin. C'est sa belle-mère. Fait, ah bon? Comme c'est comme ça, je voudrais que vous fassiez le retour à l'envoyeur. Faites le retour à l'envoyeur. Et nous, on était au courant de rien. On a commencé, moi je partais même, parce que moi, je pouvais bien annuler mon billet, bien annuler le vol et tout, mais le billet, quoi. Mais je me disais, quand il va me voir, parce que c'est quelqu'un qui me respecte énormément, voilà, quand il va me voir, peut-être qu'il va changer d'avis, tout ça.
Je suis allée, j'ai voyagé, je suis partie. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne peux pas vous dire, je ne peux même pas te dire, Nadège. Je vais vous expliquer quand la chose va arriver. C'est là que je vais vous expliquer. Bon, ma jeune tante, elle s'est mise à hurler, elle était vraiment en colère parce que c'est tout à fait normal. Parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait pas mal de mes tantes qui ont acheté des billets, pas mal des gens qui devaient assister à ce mariage. On ne comprenait rien du tout. Et lui, il a dit, bon, ça sera l'année prochaine, le 6 janvier de l'année prochaine, 2024, tout ça, machin. On s'est dit, mais il se fout de qui là? Il se moque de qui là? C'est quoi ça? DMG. Je parle, mais je rigole, mais c'est pas des rires de joie. C'est des rires de, comment dire, ébahi quoi. Ça veut dire que, donc ça existe. En fait, la belle-mère est morte le 31 décembre. Le même jour que ma jeune tante devait se marier. Voilà. C'est l'histoire. Il n'a même plus besoin de nous expliquer quoi que ce soit. On a tout compris. Et là, depuis, je n'ai jamais cru. Pas que je n'ai jamais cru, j'ai toujours eu des doutes parce que je reviendrai pour raconter d'autres histoires en me concernant quand j'étais au Cameroun, parce que je suis en France depuis 90, avec la grande sœur de ma mère, tout ça. Et j'ai 36 ans, quoi. Donc, il fait en sorte que à chaque fois que je suis allée au Cameroun, bien quand j'ai été là-bas, toute petite, il y a des trucs que je me rappelle quand je pose la question à ma mère adoptive. Elle me dit, bah oui, c'était, on habitait bien là, c'était comme ça. Et je me rends compte que c'était vraiment les trucs mystiques. Vraiment mystiques. Donc ça existe vraiment. Ça existe la sorcellerie, ça existe. Bah, je vous laisse et courage à vous. J'aime bien votre émission et j'aime bien votre touffe. Ça fait vraiment naturel. Likez, partagez. Voilà. Bye et bonne journée. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Voilà. Ciao. À demain à 12h pour une nouvelle vidéo de 10 histoires mystiques.